Chères étudiantes, chers étudiants, bonjour. Aujourd'hui, nous allons entamer le chapitre 2 du cours de biomécanique qui parle de l'évaluation des forces et des moments internes. Alors, quel est en fait le problème que nous voulons essayer de résoudre? Vous voyez ici sur cette diapositive une série de situations où les gens se trouvent dans une situation de posture, c'est-à-dire une situation relativement statique, où il n'y a pas de mouvement, et on aimerait bien connaître les forces qui s'appliquent au niveau de certaines articulations. Par exemple, si je prends la dame qui tend son genou assis sur sa chaise, j'aimerais bien connaître quelle est la force nécessaire au niveau du quadriceps pour maintenir la jambe dans cette position. Et j'aimerais bien également connaître quelle est la force de réaction articulaire au niveau du genou. Si je prends la photo qui est juste au-dessus, qui est une personne qui est en train de faire de la voile, elle se trouve dans une position donc de rappel où elle se penche hors du bateau pour pouvoir maintenir l'équilibre du bateau sur l'eau. Elle se trouve donc dans une position relativement statique. Elle tient à la main une barre, elle tient à la main une écoute, et on peut se poser la question de, par exemple, quelle est la force nécessaire au niveau des muscles de fléchisseur de hanche pour pouvoir tenir dans cette position. Je peux encore, par exemple, regarder la personne qui est en train de forer le mur et me demander quelle est la force qui est nécessaire aux muscles extenseurs du coude pour pousser la foreuse contre le mur, ou quelle est la force qui est nécessaire au niveau du triceps sural pour tenir sur la pointe des pieds, etc., etc. Et donc, pour pouvoir répondre à cette question, il faudrait idéalement pouvoir rentrer à l'intérieur du corps et mesurer directement au niveau du muscle quelle est la force qu'il est en train de développer, ou par exemple mettre des capteurs dans l'articulation pour mesurer la force de réaction articulaire. Ceci est évidemment pas possible dans la plupart des cas, puisque ça veut dire qu'il faudrait assiser la peau pour aller mettre des capteurs. Et donc, en fait, il y a une méthode qui a été mise au point et qui va nous permettre, à partir des données cinématiques, donc c'est-à-dire à partir des positions des différents segments, à partir des données cinétiques, c'est-à-dire à partir des forces externes qui sont appliquées sur le corps humain, et à partir des données anthropométriques, c'est-à-dire à partir du poids des différents segments et de la position de leur centre de masse, on va pouvoir calculer deux choses. On va pouvoir calculer quelle est la force générée par les muscles au niveau des articulations. Pour être plus précis, on va pouvoir calculer quel est le moment musculaire net développé par les muscles au niveau des articulations. Et on va pouvoir calculer ce qu'on appelle les forces de réaction articulaire, c'est-à-dire les forces qui vont s'appliquer au niveau de l'articulation. Alors prenons l'exemple ici de la personne qui est en train de tenir dans sa main un haltère. Alors, étudions maintenant la méthode pour pouvoir connaître quelle est la force que le biceps est en train de développer pour pouvoir rester dans cette position. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va modéliser le corps humain. Et la première chose que nous allons dire, et ceci c'est valable absolument pour tous les exercices que nous allons faire ensemble dans le cadre de ce cours, nous allons supposer que le mouvement se réalise dans un plan. C'est-à-dire qu'on ne va jamais analyser des mouvements en 3 dimensions, on va toujours analyser des mouvements qui se passent dans un plan à 2 dimensions. Ça va évidemment simplifier fortement nos calculs. La deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on va assimiler les segments corporels à des barres rigides et indéformables.
Ça veut donc dire que nous allons considérer que chacun des segments ne change pas de forme dans la posture, que le centre de masse se trouve à une position bien fixe qui ne peut pas être modifiée, et que cette barre ne peut pas se déformer, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas emmagasiner de l'énergie. On va également considérer que les articulations sont des rotules. En fait, pour être plus précis, puisqu'on travaille dans un plan, on va dire que ce sont des charnières. Et donc, ce sont des articulations où le centre de rotation reste fixe par rapport au segment. On peut prendre par exemple l'exemple de la porte, de la charnière de porte, où le centre de rotation de la porte reste fixe pendant tout le mouvement. Donc voilà, le sujet que nous avons vu sur la photo précédente, nous allons le simplifier par ces tiges, une tige pour le bras, une tige pour l'avant-bras et une tige pour la main. Ici, pour simplifier la situation, on a mis la main dans la même direction que l'avant-bras. Et donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est isoler le segment que nous voulons étudier. Donc, ce que nous voulons connaître ici, c'est quelle est la force qui est appliquée au niveau du coude. Quelle est la force que développent les muscles du coude. Et donc, ça veut dire qu'on va prendre le segment avant-bras plus main, on va l'isoler du monde extérieur, c'est-à-dire de toutes les forces qui peuvent être appliquées par le monde extérieur sur ce segment avant-bras plus main, et on va également l'isoler des forces qui peuvent être appliquées par un autre segment corporel. Donc ça veut dire quoi en pratique? C'est qu'on va, entre guillemets, couper, si vous voulez, l'avant-bras et la main du reste du monde. On va les isoler et on va donc considérer que, par exemple, le bras ne fait pas partie du système, puisque ce que nous devons connaître, c'est les forces au niveau du coude, et ce que nous devons connaître, c'est les forces musculaires au niveau du coude et les forces articulaires au niveau du coude. Donc on a maintenant un segment qui est isolé du monde extérieur, et on va regarder quelles sont les forces qui s'appliquent sur ce fameux segment. Donc on va faire le bilan des forces qui s'appliquent sur le segment. Et en général, quand on regarde les forces qui s'appliquent sur un tel segment, eh bien, il y a 4 types de forces. Tout d'abord, puisque nous nous trouvons sur Terre, le segment avant-bras plus main a un poids. Puis il y a une force qu'on va appeler une force externe, qui est la force que l'haltère applique sur la main du sujet. Il y a en fait aussi la force musculaire que le muscle va devoir développer pour rester dans cette position. Et enfin, il y a la force de réaction au niveau du coude, la force de réaction articulaire, qui donc va être une force qui soit va avoir tendance à rapprocher les deux surfaces articulaires, soit à les écarter dans d'autres cas. Alors, on va reprendre maintenant un peu plus en détail ces 4 forces. Donc, la première force, c'est le poids du segment, qui est donc égal à la masse du segment fois G. Et donc, comment nous allons déterminer cette force? Bien, nous allons aller chercher dans les tables anthropométriques les longueurs, masse, position du centre de masse des différents segments, et nous allons appliquer cette force égale à mg au niveau du centre de masse du segment, donc qu'on appelle ici comme d'habitude. Et évidemment, la pesanteur le poids du segment est un vecteur qui est dirigé vers le bas. Puis, dans l'exemple que nous avons pris ici, où le sujet tient un haltère dans les mains,
nous avons également une force externe. La force externe, c'est donc une force qui est appliquée par un objet externe sur le segment corporel. Alors il peut y avoir une seule force externe, il peut éventuellement y en avoir plusieurs. Dans le cas présent, nous avons une seule force externe qui est la force que l'haltère exerce sur la main du sujet. Alors cette force ici, elle est facile à calculer parce qu'il suffit simplement de connaître le poids de l'haltère que le sujet tient dans sa main. Dans d'autres cas, on va devoir utiliser un capteur de force pour mesurer cette force externe. Par exemple, si vous vous appuyez sur une table, il faudrait pouvoir mesurer la force que vous exercez sur la table. Si vous tirez sur une corde, il faudrait pouvoir mesurer la force que vous exercez sur la corde, etc. Et donc, le point d'application de la force externe se trouve au niveau de ce qu'on appelle le centre de pression. En fait, la force s'exerce sur toute une surface, mais on va ramener toute cette surface en un seul point, qu'on va appeler le centre de pression, qui est donc le point sur lequel s'applique la résultante de toutes les petites forces qui s'appliquent sur chaque millimètre carré de votre main. On va la ramener en un seul point, qu'on va appeler donc le centre de pression. Alors, la force suivante qu'on va devoir essayer de connaître, c'est la force musculaire. Alors, si on se place par exemple dans la situation, l'exemple où le sujet est en train de tenir cet haltère dans la main, au niveau du coude, il y a effectivement plusieurs muscles qui vont travailler. Il y a le biceps brachial, il y a le brachial antérieur, le long supinateur, etc., etc. Mais, comme on le verra plus tard, on ne peut pas faire les calculs si on a plusieurs muscles. Il faut se contenter d'avoir un seul muscle. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour résoudre ce problème? J'ai 5 muscles qui travaillent, mais je ne peux en considérer qu'un seul. Eh bien, on va utiliser la notion de ce qu'on appelle le muscle équivalent. C'est-à-dire qu'on va on va considérer, si vous voulez, qu'un seul muscle fait tout le boulot et fait tout le travail, et on va prendre le muscle qui est le plus représentatif du mouvement en question. Et donc, par exemple, dans le cas que nous sommes en train de regarder avec l'haltère, ce que nous allons faire, nous allons dire, voilà, il y a un seul muscle qui travaille, qui est le muscle biceps brachial. Et donc, nous allons devoir faire deux hypothèses. Tout d'abord, on va supposer que la force des muscles antagonistes est faible ou est négligeable. Par exemple ici que le muscle triceps brachial n'est pas en train d'essayer de tirer le bras en extension. On va également considérer que pendant tout le mouvement de posture, c'est le muscle biceps brachial qui va rester tout au long du mouvement, ou tout au long de la posture ici plutôt, le muscle principal qui est activé et qu'il n'y a pas une modification de l'activité des différents muscles au cours de cette posture. Et donc, comme je vous le disais, on va simplifier le système en ne considérant qu'il n'y a qu'un seul muscle qui va travailler, et ce muscle, on va l'appeler muscle équivalent. Et donc, reprenons la situation qui est ici. Donc, vous voyez ici notre segment corporel avant-bras plus main, qui est le segment que nous considérons, avec le poids du segment qui est appliqué vers le bas sur lui, la force externe qui est le poids de l'haltère qui est appliqué vers le bas sur lui, et la force musculaire qui tire vers le haut. Alors, on va assimiler en fait le muscle à une corde. Et une corde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va considérer qu'on peut tirer sur la corde, mais on ne peut pas pousser avec la corde. On va considérer que cette corde est attachée sur le segment au point d'insertion du muscle, et que la force se dirige vers l'autre point d'insertion qui est appliqué sur l'os ici au niveau de l'épaule.
Et donc la force musculaire tire sur le segment. La force musculaire ne peut évidemment jamais pousser sur le segment. Alors, il reste une dernière force qui est appliquée, qui est la force de réaction au niveau de l'articulation. Si vous voyez ces trois forces qui sont dessinées ici, eh bien ces forces ne s'équilibrent pas, puisque vous voyez que la force Fm est beaucoup plus grande que les autres forces. Donc on va devoir rajouter une force qui se trouve au niveau de l'articulation. On peut le dire autrement. Imaginez simplement ici que votre segment avant-bras plus main n'est pas attaché à votre coude. Qu'est-ce qui va se passer si vous tirez avec votre force musculaire qui est très grande sur le segment? Eh bien, ce qui va se passer, c'est que le segment va glisser vers le haut et vers la gauche. Et donc, si on veut que le segment tourne autour de l'articulation du coude, il faut rajouter au niveau du coude une force de réaction articulaire. Et cette force de réaction articulaire est calculée à partir des trois autres forces, suivant l'équation qui vous est présentée là, puisqu'en fait l'équation de départ, c'est de dire, puisque nous nous trouvons dans une situation de posture, la somme des forces est égale à 0, et donc je connais P, je connais FE, je connais Fm, et donc je dois maintenant équilibrer le système en rajoutant une force Fa. Et donc, si vous voulez faire ça de façon vectorielle graphique, c'est le petit schéma que je présente en bas à droite. Donc je dessine la force musculaire, je dessine la force externe, je dessine le poids du segment, et je dois fermer, si vous voulez, la figure en redessinant un quatrième vecteur, qui est la force articulaire que vous voyez là. Et donc, simplement aussi pour vous dire, attention, les vecteurs que je dessinais là ne sont pas du tout à l'échelle. Donc, il ne faut pas considérer exactement le vecteur comme étant dans cette position et cette direction-là. Donc, voilà. Donc, la force de réaction articulaire est la force qui va équilibrer le système et qui va se trouver au niveau de l'articulation et qui va être calculée à partir des trois autres forces. Donc, une fois qu'on a déterminé ce bilan des forces, on va pouvoir écrire les équations du mouvement. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le référentiel au niveau de l'articulation du coude. Donc, si on travaille au niveau du coude, par exemple, ben, on va couper, on va isoler le segment corporel au niveau du coude et on va passer le référentiel au niveau du coude. Si je travaille au niveau de la hanche, je vais isoler le segment membre inférieur et je vais couper le système au niveau de la hanche et je vais placer le référentiel au niveau de la hanche. Si je travaille au niveau du genou, j'isole le système au niveau du genou et je place le référentiel au niveau du genou, etc., etc. Donc ici, dans le cas présent, nous avons isolé le système avant-bras plus main tout seul. Puisque je suis en train de faire mes calculs au niveau du coude, je place le référentiel sur le coude. Et vous allez comprendre un peu plus tard pourquoi je mets ce référentiel au niveau du coude. Je vais donc écrire à ce moment-là deux équations. Je vais écrire somme des forces égale 0 et je vais écrire l'équation somme des moments égale 0. Je suis dans une situation où on est en train de faire une posture, c'est-à-dire on est en statique, on travaille de façon fixe, ce qui explique pourquoi la somme des forces et la somme des moments est nulle. Alors j'ai quatre forces qui s'appliquent sur le système, la force Fm, la force Fa, la force P et la force Fe. Et donc la somme de ces quatre forces doit être égale à 0. Maintenant, comme j'ai placé mon référentiel au niveau du coude, la force Fa n'a pas de bras de levier. Et donc, on peut dire que le moment lié à la force Fa est nul. Il n'y a pas
de moments liés à la force F. Ah. Donc, dans mon équation des moments, je n'ai que 3 termes, qui est le moment lié à la force P, le moment lié à la force Fe, et le moment qui est lié à la force musculaire. Alors, la première chose que je vais faire maintenant, c'est calculer la grandeur du moment musculaire. En effet, c'est assez facile de calculer, si je prends la dernière équation, c'est assez facile de calculer le moment lié à la force P, et c'est assez facile de calculer le moment lié à la force Fe. Et connaissant ces deux moments, je vais pouvoir calculer le moment mm. Et donc, pour calculer le moment lié au poids P et le moment lié à la force externe, Fe, je vais utiliser donc l'équation suivante. Je veux dire que le moment lié à P est le produit de BP fois la force P, et que le moment ME est le produit de BE fois la force FE, où BP et BE sont les bras de levier effectifs des vecteurs P et Fe. Alors, avant de continuer, je vais un petit peu vous expliquer ce qu'on entend par bras de levier effectif. Et donc, on quitte maintenant un peu notre problème avec l'haltère, et on se met ici dans une situation quelconque où on a un segment, vous voyez, qui est la barre noire sur laquelle est appliquée une force F. Alors, le centre de rotation, c'est la petite boule à gauche. On va tourner autour de ce point-là, et la force F est appliquée à une certaine distance, B, du centre de rotation. Et donc B est ce qu'on appelle le bras de levier, qui est donc la distance entre le centre de rotation et le point d'application de la force F. Cependant, la force F n'est pas perpendiculaire au vecteur B. Et donc, si je veux connaître quelle est la partie du bras de levier qui va vraiment faire tourner mon segment, je peux considérer je peux calculer cette partie comme étant égale à BF, qui est donc B fois sinus θ, et qui est donc la distance entre le centre de rotation et le vecteur F, qui est la ligne qui est représentée ici en pointillé. Donc je prends la direction pour calculer ce vecteur BF, je prends la direction du vecteur F, et je pars du centre de rotation et je trace une ligne qui est perpendiculaire au vecteur F et qui passe par le centre de rotation. Alors la distance entre le centre de rotation du vecteur et le vecteur F représente mon bras de levier effectif, BF, qui est donc la partie de B, si vous voulez, qui va vraiment faire tourner mon segment. Il me reste maintenant à vous expliquer comment on va calculer le signe du moment MF. En fait, le moment FF est un produit vectoriel du vecteur B par le vecteur F. Et donc un produit vectoriel, c'est un vecteur qui est perpendiculaire au plan dans lequel se trouvent B et F. Et donc c'est effectivement assez difficile à représenter un vecteur rentrant ou un vecteur sortant. Et donc la façon la plus simple pour pouvoir déterminer le signe de ce vecteur, donc le signe du vecteur MF, c'est simplement de multiplier la norme du vecteur BF par la norme du vecteur FF, c'est-à-dire la valeur absolue de BF fois la valeur absolue de F. Ça va nous donner la grandeur du moment MF. Et puis pour calculer son signe, on va regarder si je tire sur la force F, dans quel sens est-ce que ça va faire tourner mon segment. Et je vois que si je tire sur la force F, le segment va tourner dans le sens horloger, et je vais donc avoir un signe du vecteur MF qui va être un signe négatif. Donc retenez bien, pour
calculer le signe d'un moment, le plus simple, on fait le produit des valeurs absolues du bras de levier et de la force, bras de levier effectif, j'entends bien, et on détermine le signe en regardant sur un schéma. Si je tire sur le segment avec la force F, dans quel sens est-ce que ce segment va tourner? Revenons maintenant à notre problème. Donc nous retrouvons ici notre avant-bras avec le poids du segment et le poids de l'haltère. Et je vois que à la fois le vecteur P et le vecteur FE vont engendrer des moments dans le sens horloger. Ça veut dire que MP et ME seront tous les deux des vecteurs négatifs. Et donc maintenant on va calculer le moment de la force musculaire. Donc on revient à notre équation de départ, donc qui vous est présentée en noir ici, somme des moments égale 0, donc on connaît maintenant le moment MP, on connaît maintenant le moment ME, donc on va calculer le moment MM en écrivant MM égale moins ME moins MP. Alors ici le signe moins signifie que on prend l'opposé du moment qu'on avait calculé auparavant. Donc ME et MP étaient de signes négatifs comme on l'a vu dans la diapositive précédente, et donc ici ME et MP deviennent tous les deux positifs. Et donc on voit ici qu'on a un moment positif, MM est donc un moment positif puisque c'est la somme de deux nombres positifs, qui va donc tirer le bras dans le sens anti-horloger. Et donc, le moment MM est bien le moment engendré par les muscles fléchisseurs, puisque si vous voyez ici la force Fm, vous voyez que cette force tire le bras vers le haut et donc fait tourner le bras dans le sens anti-horloger. On va ensuite calculer la force musculaire en divisant le moment musculaire par le bras de levier musculaire. Donc on va calculer ce bras de levier musculaire parce que on va évidemment dans l'énoncé de l'exercice nous donner le point la distance entre le centre de rotation et le point d'insertion, et on va nous donner la direction dans laquelle tire le vecteur Fm. Et donc ceci va nous permettre de calculer la grandeur de la force Fm. Ensuite, une fois qu'on connaît la grandeur de la force Fm, on va calculer ces deux composantes horizontales et verticales. Et donc le vecteur Fm présente un certain angle par rapport à la verticale et à l'horizontale, et donc bêta est l'angle entre le vecteur et la direction horizontale, et donc fmx va être égal à fm cosinus bêta, et fmy va être égal à fm sinus bêta. Ensuite, une fois que je connais ces deux composantes, je vais pouvoir maintenant calculer la composante horizontale et verticale de la force de réaction articulaire. Donc, j'ai maintenant, si vous voulez, tous mes vecteurs qui sont dans une direction verticale ou horizontale, et donc je peux faire la somme des vecteurs horizontaux égale à 0, et la somme des vecteurs verticales égale à 0. Et donc, Fax, qui est le vecteur donc qui est la composante horizontale du vecteur Fa, donc de la force de réaction articulée, et il y a un seul vecteur qui s'oppose à Fax, qui est Fmx. Et donc Fax est égal à moins Fmx. Et donc ici, de nouveau, le signe moins signifie simplement que c'est l'opposé du signe du vecteur Fm dans la réalité. Et Fay, eh bien, dans le sens vertical, il y a 4 vecteurs qui sont appliqués.
Il y a fmy qui est appliqué vers le haut, il y a fay qui est appliqué vers le bas, P qui est appliqué vers le bas et FE qui est appliqué vers le bas. Et donc, FAY va être égal à moins P, moins FE, moins FMY. Et donc, moins P et moins FE vont être des signes positifs. Et FMY va avoir un signe négatif. Et donc, ici, dans le cas présent, FAY va être dirigé vers le bas pour compenser les autres vecteurs. Une fois que je connais la grandeur de FAX et FAY, je vais pouvoir calculer la norme de FA simplement par le théorème de Pythagore. La grandeur du vecteur FA, c'est la racine carrée de FAX plus FAY au carré chacun. Et la direction du vecteur FA, c'est l'arctangente de FAY sur FAX. Voilà, ceci termine la partie de l'exposé théorique qui est encore probablement un peu ardu, un peu sec pour vous. On va essayer de mettre ça un petit peu plus en pratique en faisant ensemble un exercice qui vous permettra de mieux comprendre ce que je vous ai expliqué dans cet exposé. À bientôt.